Bienvenue dans Restauration et Inspiration, le podcast qui explore toutes les problématiques de la restauration. Je suis Baptiste Robelin, avocat d'affaires spécialisé en droit de l'hôtellerie et de la restauration, associé du cabinet Novelo. Et moi, Nelson Lopez, conseiller en ouverture de restaurant et cofondateur de Cococ. Chaque mois, nous donnons la parole à un acteur du secteur, chef, fournisseur, expert. Pour vous inspirer, vous donner des conseils concrets et anticiper les évolutions du marché. Bonjour Baptiste, bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'être présent donc pour ce premier épisode de Restauration et Inspiration. Comment vous allez ? Moi, je vais très bien, personnellement, Nelson, je te remercie. Et toi, Bernard ? Eh ben, nickel. Oui, tout va bien. Bon, déjà, on voulait te remercier d'avoir accepté de participer à ce premier épisode et à cette première saison parce que c'est un grand jour pour nous, évidemment, pour Nelson et moi. Et du coup, tu nous fais un immense honneur de pouvoir commencer cette saison avec un invité de marque, avec un parcours aussi exceptionnel que le tien. Je te propose Bernard de présenter un peu ton parcours. Oui. Après, voilà, je suis d'origine de Sologne, à côté de pas très loin d'Orléans, où ma maman était intendante dans un château. Dans un château, il y avait des chasses l'hiver, et puis mon papa régisseur de la propriété. Donc j'ai un peu baigné dans ce milieu un peu culinaire déjà dès mon plus jeune âge. Et donc après, je suis parti à 14 ans à l'époque pour faire un apprentissage de pâtissier pur dans le village. Voilà, pâtisserie, pas boulangerie, uniquement la pâtisserie. Voilà, et après, mais j'avais dans le but de devenir cuisinier. Donc c'était une première façon d'appréhender le métier, mais sous un angle un peu différent, et ça m'a servi par la suite. Ensuite, je suis parti comme commis de cuisine à l'ambassade des Pays-Bas à Paris. Voilà, je suis resté quelques mois. Après, je suis parti à l'ambassade d'Angleterre, où là, je suis resté 3 ans. Donc la totalité de tout ça, ça représente environ 7 années. Et le service militaire est arrivé, et là, le chef de l'ambassade anglaise m'a dit, si tu veux, au lieu d'aller dans une caserne, tu vas faire ton service militaire à l'Élysée. Je dis, voilà, c'est très très bien, j'ai accepté volontiers, et donc j'ai fait un an de service militaire dans les cuisines du palais. Et puis, il se trouve que Et parce que le travail commençait un petit peu à augmenter, Giscard d'Estaing étant élu. Donc, je suis arrivé, moi, c'était tout à fait les derniers mois de Georges Pompidou. Et donc, Giscard d'accord. est arrivé, le travail a commencé à progresser pas mal. Donc, le chef qui était en place à l'époque, monsieur Marcel Le Cerveau, lui, m'a dit, écoute, je vais avoir besoin de personnel, d'augmenter la brigade. Est-ce que tu veux rester chez nous comme ouvrier? Je dis, oui, bien sûr. Moi, je connaissais la maison maintenant depuis un an. Et donc, je suis resté avec l'idée de rester 2 ou 3 ans, voilà, pour voir, faire le tour. Et puis après, j'ai commencé à un peu à évoluer dans le milieu de la brigade. De commis, je suis passé demi-chef de partie, ça c'est le langage d'une brigade de cuisine. Après, chef de partie. Ensuite, je suis passé sous-chef, on était deux. Après, je suis passé adjoint du chef. Et pour terminer, comme chef exécutif de la brigade et des lycées. Donc, voilà, le parcours, tout ça, entre le fait que je suis rentré comme commis et puis accéder au poste de chef, il s'est écoulé 25 ans à peu près quand même. Et donc voilà. Et après, c'est le chef de Ok. l'État qui nomme le chef de cuisine. Donc c'est Jacques Chirac à l'époque qui m'a dit non, non, ça sera vous qui allait devenir le chef du palais. Et je les accompagnais bien sûr à l'étranger dans les voyages officiels et en privé après pour les vacances, par exemple au fort de Brégançon. Donc tout ça, il y avait quand même un lien avec les présidents, un peu non seulement officiel, mais aussi dans la partie privée et familiale. Donc voilà. Ok. Ah ouais, c'est très très dense. Ouais, j'ai déjà plein de questions là en tête, mais juste pour mieux situer, parce que bon, je dois t'avouer que moi, le service militaire, mais même à toi, Baptiste, ça nous. Ah non, il avait Notre génération, disparu. ça nous parle pas. C'est pas de notre génération. C'était pour situer un peu en termes d'âge. À quel âge t'as décidé de prendre tes valises pour monter du coup sur Paris, enfin Oui. sur les ambassades. Et du coup, à quel âge t'es rentré pour faire ton service militaire à l'Élysée? J'avais à peu près, j'avais un petit peu plus de 20 ans. Mais c'est vrai que le fait de baigner un petit peu avec ma maman dans ce château en Sologne et de l'assister un petit peu en cuisine, donc vers 8, 10 ans. Donc ça me plaisait bien. Il y avait les odeurs, il y avait tout ça. Puis ma maman, c'était pas une professionnelle, mais elle faisait souvent comme elle le pouvait. Mais elle faisait des choses très très bonnes. J'ai beaucoup de souvenirs de très bons plats qu'elle réalisait, de très bons desserts.
Donc voilà, c'est un peu venu naturellement, je dirais. Voilà, j'ai pas cherché j'avais pas d'autres idées de métier en tête que de rester dans ce milieu. Et donc après, quand je suis arrivé sur Paris, parce que c'est quand même à Paris où tout se passe. C'est vrai que si j'étais resté en province, j'aurais fait dans un, ce qui est pas négatif, mais un petit restaurant de quartier ou voilà. Mais bon, moi je voulais la capitale et puis quand même accéder à un niveau. Donc tout naturellement, mon patron d'apprentissage avait des connexions sur Paris. Et puis du coup, bah voilà, il m'a dit voilà, si tu veux, pour commencer, tu peux aller à l'ambassade des Pays-Bas. Et j'ai dit oui, oui, bien, j'ai fait ma valise. Mon père m'a emmené en voiture et ça a commencé comme ça. J'étais nourri, logé, donc tout allait bien, parce que bien sûr les salaires étaient très maigres. Et mais bon, voilà, ça a commencé comme ça. Et après, le bouche à oreille, rencontrer les professionnels comme le chef de l'ambassade anglaise, je faisais partie de la société des cuisiniers, il m'avait inscrit. Donc, je commençais un petit peu à avoir des repères et puis des connaissances humaines. Donc, voilà. Puis après, à l'instant, on fait son métier correctement, avec passion. Donc, ben, les gens qui vous observent comme chef et tout ça, donc ils vous repèrent un petit peu et puis ils vous aident à monter les marches. Voilà. Tu avais un plan de carrière en tête quand tu Non, as commencé la cuisine ou ça non, s'est c'est fait un vrai que petit peu comme ça intérieurement, je l'avais pas parce que j'étais loin d'imaginer que je terminerais comme chef des cuisines à l'Élysée. Ça, c'est une évidence. Même les 5 premières années, hein, c'était juste, j'étais dans la brigade, je faisais mon métier, avec passion, je trouvais agréable parce qu'il y avait des déplacements. Lorsque le chef de cuisine à l'époque m'a dit, ben voilà, il y a un déplacement, le premier déplacement, c'était en Afrique centrale avec Bokassa à l'époque. Il m'a dit, voilà, tu vas venir avec nous, on va faire un dîner à l'ambassade de France euh, en République centrafricaine. Ben, j'ai dit oui, parce que moi j'avais trouvé ça génial. Après j'en ai fait d'autres, je suis allé au Mexique, au Brésil, et c'est vrai que ça avait ce côté-là qui était quand même très très agréable, même si c'était des journées de travail bien sûr, mais il y avait un petit peu un côté visite quand même de temps en temps quand on pouvait s'échapper, et puis voyager dans l'avion du président quand même, c'était bien aussi. On emmenait toute la marchandise de Paris, la vaisselle, tout. C'était un déménagement complet. Mais voilà, il y avait cet esprit en plus d'équipe qui était très agréable. Et moi, ça m'a plu rapidement. Donc, au fur et à mesure, au bout de 5, 6 ans, je me suis dit, bon, c'est bien, je vais... et puis, il y a une possibilité d'évoluer, donc de passer de demi-chef de parti à chef de parti. Donc, on commence à pouvoir commander un quart de l'équipe, on va dire, puisqu'on était divisé après puisque l'Élysée, bien sûr, c'est 7 sur 7 et midi et soir. Donc, il faut s'organiser, donc, pour pallier au travail. Donc, tout ça, ça me plaisait bien. Et après, je me suis dit, bon, ben, je vais continuer à monter. Et puis, je me suis retrouvé sous-chef. On était deux à l'époque, sous-chef de la brigade. Donc, voilà, il y avait une évolution possible. Et là, du coup, après, je commençais à me dire, bien, c'est pas mal quand même de prendre les commandes un jour. et donc c'est Jacques Chirac qui te nomme Non, chef. oui. Et ça a été une surprise pour toi ou vous en aviez discuté Non, un petit peu avant? Comment ça s'est fait? ben non, c'était un peu une confirmation. Alors, pour l'histoire, lorsque je suis arrivé à l'Élysée comme jeune du contingent, le président Pompidou est décédé, donc élection, et le président Chirac était ministre de l'Agriculture à l'époque. Et quand Giscard d'Estaing a été élu président, voilà, le chef vient, il me convoque dans son bureau, il me dit, voilà, il me dit, Jacques Chirac est ministre de l'Intérieur à l'époque, il est resté 3 mois, et après il est parti comme Premier ministre. Et à l'époque, il y avait au ministère de l'Intérieur, il n'y avait pas de cuisinier, il y avait personne. Tout le monde était parti avec le précédent. Et donc le chef m'a dit, tu vas aller t'occuper du couple du ministère de l'Intérieur, voilà, pour les mois à venir. Bon, on savait pas quand est-ce que ça allait se terminer, mais bon, voilà. Alors moi, bien sûr, j'avais 21 ans, j'avais quand même pas des connaissances totales, mais bon, j'avais un petit peu quand même le trac. Mais j'y suis allé, j'ai dit bon, bah, ok, j'y vais. Et puis voilà, on s'est retrouvés avec monsieur et madame Chirac, tous les trois, parce que il y avait son bureau, il y avait l'office et la cuisine. Tout ça, ça s'enchaînait sur les pièces. Et donc, tous les matins, Jacques Chirac venait me voir, me dire bonjour, il préparait son petit déjeuner avec moi. Tout ça, c'était quand même assez familial et proche. Ça a duré 3 mois. Donc après, je suis revenu dans la brigade de l'Élysée. Et puis quelques années plus tard, le voilà comme président. Donc il y avait déjà ce lien un petit peu au départ. On avait déjà échangé pendant 3 mois. D'accord. Et alors, bon, tu as une carrière extrêmement impressionnante et
j'allais dire atypique parce que finalement chef cuisinier dans le cadre d'une institution publique. Est-ce qu'il y a eu des moments tout au long de cette carrière où tu as hésité, où tu t'es dit, ah ben, peut-être que j'aurais pu avoir mon propre établissement? Est-ce que c'est quelque chose qui te passait par la tête ou pas du tout? Tu étais vraiment bien dans cette institution et tu Non, te voyais pas de toute façon avoir une carrière d'entrepreneur en parallèle? Est-ce que c'est un regret ou pas? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu avais réfléchi? non, non, il n'y a eu aucun regret là-dessus parce que moi, l'objectif, arrivé à un moment, c'était de prendre le poste de chef. Donc, quand Jacques Chirac m'a confirmé que ça serait moi, voilà, moi, c'était l'aboutissement pour ça. Et puis, non, non, alors j'ai eu effectivement des propositions même de mairie. Moi, je suis dans un petit village à côté de Montargis. Et à l'époque, le maire de Montargis m'avait envoyé une proposition ça se fait beaucoup, hein, que les communes assistent des artisans, que ce soit boulanger ou autre, avoir des locaux et puis de me conforter dans ce milieu. Et, et puis j'ai dit non, non, ça m'intéresse pas, je continue à l'Élysée. Bon, voilà, c'est quand même un poste assez prestigieux. On fait de belles rencontres, on voyage, on fait. Donc moi j'avais gardé dans l'esprit de rester dans cette maison. Au cours des voyages, même dans les ambassades, c'est la Finlande et le Mexique de mémoire. L'ambassadeur m'a même proposé de rester à son service comme chef. Voilà, puis j'ai dit, écoutez, non, je suis à l'Élysée, je reste à l'Élysée. Donc voilà, j'ai eu des opportunités que je n'ai pas prises parce que pour moi, c'était naturel. Et puis, le président Chirac m'avait fait confiance. Donc, il n'y a aucune raison que je quitte le navire, quoi. C'est quand même un poste prestigieux et bah, c'est quand même unique, hein. Oui, oui, ben voilà, on Je n'est pense pas que sur, ça vaut n'importe quel restaurant. là, je vais partir quand le chef Marcel Cerveau est arrivé avec Georges Pompidou, donc c'était 1969. Et jusqu'à nos jours, il y a eu avec celui qui est actuellement en poste, Fabrice Desvignes, là, c'est 4 chefs seulement. Donc Ah oui, de 69 à 2025, donc voilà, c'est un poste quand même d'abord où on reste normalement si tout va bien, et puis qui est oui. prestigieux parce que c'est vrai que tous les collègues, que ce soit des étoilés là, j'ai encore passé 2 jours avant-hier avec un chef de 2 étoiles de Bordeaux. Voilà, il y a ce contact aussi humain qui se fait entre nous dans notre famille et cuisine, où il y a du respect entre nous et voilà. Donc tout ça c'est quand même très agréable. Et donc ouais, donc tu disais, bon, faut être, en fait, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24, limite. La brigade de l'Élysée, à quoi elle ressemble? C'est Quelle une est sa équipe. taille? Et puis, Alors, par rapport comment elle à un s'organise? hôtel, un palace où ils sont entre 50 et 80, souvent en cuisine, là, c'est une équipe de 25. Donc, avec les congés, donc en poste permanent, il y a une quinzaine de cuisiniers, donc, toujours. Mais bon, ça suffit. Après, dès qu'il y avait un travail qui était un peu plus important, comme les dîners d'État et tout ça, parce que les dîners d'État, c'est 250 couverts, mais il y a aussi le fonctionnement de l'Élysée qui continue, bien entendu. Donc, on peut pas, tout le monde ne se consacre pas au dîner. Donc, on fait appel à quelques extras, 2, 3, 4, 5 maximum pour un petit peu gonfler la brigade, qui est juste sur 2 ou 3 jours. Donc voilà, mais bon, le 25, ça suffit maintenant. Ils doivent être 25 ou 30 maintenant parce que il y a une boutique qui a été créée en face de l'Élysée et où il y a un salon de thé et les gâteaux qui sont vendus dans ce salon de thé sont fabriqués Mmh. par les pâtissiers. Donc après, il y a beaucoup de déplacements. On fait aussi des plateaux avions, tout ce qui est pour une question de sécurité. Tout est fabriqué au palais et puis emmené par l'armée jusqu'à l'avion au steward. Il y a plein de choses comme ça. Donc, sur une journée, par exemple, on peut avoir un déjeuner officiel, le soir un dîner familial, dans l'après-midi un cocktail pour une remise de décoration, et puis préparer un avion qui va partir le lendemain. Donc, il faut couper la brigade en morceaux. Il faut que quelqu'un s'occupe de tout. Voilà. Après, le chef, lui, s'occupe bien sûr des menus, des commandes et puis après d'expliquer à l'équipe ce que le chef veut et comment on va le présenter avec des garnitures, machin, tout ça. Donc voilà, tout ça c'est assez compliqué. Une journée peut être très compliquée, le lendemain ça peut être plus calme. Le surlendemain, on Mmh. recommence avec un dîner officiel qui va avoir lieu le lundi d'après, donc il faut commencer à faire une mise en place. Donc c'est un travail qui est assez rude, mais très varié en même temps. Donc c'est ce qui est agréable aussi. C'est vrai que on parle de cuisine, on s'intéresse souvent aux créations du chef, j'allais dire à l'univers de sa cuisine. Est-ce que, en tant que chef de l'Élysée, tu as eu le sentiment d'avoir une liberté créative sur le choix, par exemple, de tes menus et sur la conception
de ces menus? Ou est-ce qu'au contraire, on s'inscrit dans une maison qui est très traditionnelle et dans laquelle, du coup, en tant que chef, on doit suivre des protocoles stricts au niveau des recettes, tant sur le choix que sur la manière de créer d'ailleurs? Oui. Alors après, le choix et la créativité, elle est totale. On peut faire ce que l'on veut. Alors, bien sûr, au départ, lorsque moi j'avais le programme confidentiel, officiel du président, avec tout les gens qu'il allait recevoir, étrangers, sportifs, politiques et autres. Donc ça, j'avais le programme. À partir du programme et des dates, moi, je commençais à faire mes menus. Mais par contre, il fallait que je fasse pour chaque menu, avec l'entité à chaque fois, bien sûr, pour qui c'était et quel jour. Et il fallait que je marque 2 ou 3 entrées différentes, la suite également et les desserts également. Après, une fois que j'avais marqué tout ça, que c'était mis dans ce qu'on appelle un marocain là, en cuir, et ces propositions de menus partaient directement au bureau du président, parce que c'est personne d'autre qui choisit, c'est le président de la République qui choisit tous les menus. Et ça, c'est une règle qui a été parmi que ce soit Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Sarkozy, Hollande et Jacques Chirac, c'est toujours le président qui choisit ce qui va être servi. Mais par contre, il faut à chaque fois proposer plusieurs choses. Ça, c'est un peu la partie la plus complexe de ce métier à l'Élysée, parce qu'on n'a pas le droit de présenter 2 fois le même menu sur 2 mois ou 3 mois. Tous les jours, il faut changer. Et ça, c'est vraiment le casse-tête, hein, parce que il y a des jours où moi j'étais avec ma feuille blanche et là des fois rester blanche une demi-journée parce que je savais plus quoi faire. Toujours présenter des choses différentes sur 2 mois, 3 mois. Un restaurant traditionnel ou même les palaces, hein, ils ont des cartes qui durent une saison, et tous les 3 mois ils vont changer leurs cartes, mais moi c'est tous les jours. Et ça c'était vraiment usant, hein, parce qu'il fallait que je trouve un filet de veau ou un filet de bœuf, ben voilà, il faut le transformer à chaque fois de plein de différemment, et ça c'est compliqué par contre. Mais bon, une fois qu'on j'avais plein de bouquins de cuisine, je cherchais des recettes, des machins alors que je modifiais, je pouvais pas faire du copier-coller, bien entendu, mais je modifiais ça, je récupérais une garniture par-ci, j'ai dû faire 300 ou 400 garnitures différentes à chaque fois pour accompagner un poisson ou une viande, parce que c'est pareil, à l'entrée, bon, encore, il y a du froid, du chaud, bon, il y a quand même on a un pays très riche en poissons, en viande, en légumes, en tout ce qu'il faut. Euh, mais après, voilà, il faut transformer tout en permanence. Et ça, c'est la partie compliquée du métier, on va dire. Mais après, une fois que c'était parti, le Et président tu- cochait. À chaque fois, il volait, voilà, l'entrée comme ça. Alors moi, une fois qu'on connaît les goûts, je m'arrangeais toujours pour mettre en première ligne. J'étais à peu près sûr qu'il allait prendre. Parce qu'il y a eu plein. Et puis moi, derrière, j'avais déjà un petit peu préconçu la façon dont j'allais le faire. Donc voilà, c'était un peu l'astuce, mais je mettais en premier ce qu'il aimait et ce qu'il adorait. Ça, je me dis, bon, ça, il va le prendre, et ça marchait assez bien, d'ailleurs. Et puis voilà, on avait la liberté totale. Une fois que lui, il avait choisi la viande, le poisson et autres, moi, je pouvais l'habiller comme je voulais, ça, il n'y avait aucun problème. Mais à chaque fois, il fallait deux et garnitures différentes et sous la viande ou le poisson, un légume, un émincé d'artichaut, de chou, de tout ce qu'on veut. Mais il fallait quand même à chaque fois beaucoup de légumes parce que c'est un service au plat. Donc, on met la pièce principale, les légumes, les garnitures autour et après, voilà, pour à peu près entre 6 et 8 couverts à chaque fois. alors moi, je savais pas que c'était le président de la République enfin, qui choisissait finalement le menu, alors sur base de tes propositions. Et du coup, j'ai une petite question qui me vient sur quand on dit différents chefs d'État que tu as servi, lequel as-tu trouvé le plus intéressé par la dimension culinaire finalement et investi dans le choix des menus? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y en a qui étaient plus gourmands que d'autres finalement? Alors, le plus gourmand, ça, c'est pas un secret, hein. On a Jacques Chirac en tête, de loin, qui adorait manger. Et puis, c'est vrai, et puis qui nous ramenait. Moi, ça m'est arrivé souvent en privé, par exemple, le soir, juste avec madame, devant la télé. Et il m'appelait pour me dire, bah, merci, j'ai bien mangé. Voilà, un petit échange rapide, mais sympathique. Parce que vraiment, lui, la nourriture, c'était primordial. C'était sa récréation en même temps, quoi. Parce que ce sont des gens, quand même si on peut critiquer tout, ce sont des gens qui travaillent énormément, qui font énormément d'heures, le semaine, le week-end, il n'y a pas d'heures. Donc, quand le passage à table, pour nous, c'était très important de bien les satisfaire parce que pour eux, c'était une récréation, c'était un moment de détente. On mange, voilà, on coupe le reste et on mange. Donc voilà, ça c'était important. Et après, la question du départ, c'était
Non, c'était justement pour savoir Oui, lequel alors des chefs après, d'État que tu avais le droit de oui, servir était mais le plus gourmand et le plus intéressé, j'allais dire, par cette dimension voilà. choix de menu. Parce qu'on pourrait imaginer que pour certaines personnes, ce soit voilà, une dimension, une tâche pas forcément intéressante de leur journée, de devoir trancher sur la question des menus. On pourrait imaginer, quoi. Oui, mais si, mais justement, ouais, c'est ça qui m'a surpris aussi, c'est que ces gens-là, attachés, on appelle ça, nous, la gastro-diplomatie, et c'est bien réel, parce que pour eux, bien recevoir un hôte étranger, par exemple, et on reçoit toute la planète, bien sûr, donc pour eux, c'est très important que on reçoit les gens correctement, il y a un environnement, l'art de la table, les fleurs, les vins, et le contenu de l'assiette. Donc ça, pour eux, c'est très important. On met en confort les gens que l'on reçoit et à l'issue du déjeuner ou du dîner, ben, il y a des contrats qui sont signés, il y a des échanges Mm. politiques. Donc la cuisine a toute sa place et pour eux, très très important. Et en plus française, parce que c'est quand même notre identité, la gastronomie. Et donc voilà, très important pour eux et tous les présidents, parce que c'est vrai quand j'ai le souvenir de François Mitterrand lorsqu'il est arrivé ou de François Hollande, euh, il y avait à chaque fois, il y a un échange. Le premier échange, quand un président est élu, c'est avec le chef de cuisine, qui est quand même ce qui montre l'importance. Il va pas voir tel ou tel service. Voilà, on rencontre le chef en privé. Moi, Sarkozy, ça a été le cas et François Hollande aussi. On était tous les deux dans le bureau et moi j'avais un grand bloc et on balaye les goûts, bien sûr, qu'est-ce que l'on va faire quand on reçoit la famille, tout ça, on fait le tour de tout. Et voilà. Après, moi, j'avais un petit peu un carnet de route. Et après, il fallait affiner bien sûr les choses, mais j'avais déjà les grandes lignes pour satisfaire le président, la famille et les autres étrangers. Donc, non, non, je pense que tous avaient cette idée en tête que la gastronomie était importante, était un lien très important avec tous les autres de la République. Ok. Ah, c'est ouais, c'est fascinant. C'est fascinant. Et moi, du coup, je me demandais quelque chose. Donc ça, si j'ai bien compris, c'était essentiellement quand il y avait des dîners, enfin, du coup, des repas importants avec des invités. Mais au quotidien, est-ce que c'était midi et soir un menu entrée plat dessert ou il y avait des moments où en fait il y avait juste des envies simples des présidents où on se fait je sais pas, un sandwich, Non, non, des pâtes, non, juste non. des pâtes bolognaise, je sais pas. Non, il y avait le menu complet pour la partie familiale, privée. Mais par contre, bien sûr, là, on oublie le homard, la truffe, tout ce qui est des produits bien français qu'on doit représenter lorsqu'on soit les étrangers et autres. Mais là, après, on passe au poulet Mm. rôti, la pizza, une omelette, je sais pas quoi. Non, non, là, on arrive une nourriture normale comme chez nous à la maison, quoi. Euh, voilà, Jacques Chirac hein, adorait le poulet rôti, les escargots, des choses comme ça. Donc, on est dans des choses beaucoup plus simples et familiales parce que, en même temps, ça reste une cuisine quand même relativement riche. Donc, si en plus, Ah oui. dans le privé, c'était une cuisine identique à l'officiel, euh, ils auraient eu des problèmes de santé tôt ou tard quand même. Hein. Même pour le sucre, pour les desserts, moi, Ah Carla bah oui. Sarkozy, elle est venue me voir au bout de 10 jours, oui. Elle est venue me voir en cuisine, elle m'a dit, écoutez, il faut qu'on arrête les desserts, il faut changer le truc parce que moi, je vais devenir énorme. Hein. Je dis, attends, c'était marrant, quoi, mais on a revu un petit peu à la baisse des sauces un petit peu moins riches, on a diminué le sucre dans les desserts, on a tout ça. C'est vrai parce que ces gens-là mangent quand même relativement souvent parce que la partie privée, elle est peut-être de 25 ou 30%, le reste c'est de l'officiel. Hein. Alors c'est pas toujours Ouais, c'est ça. des têtes couronnées ou des présidents importants, mais on peut recevoir une équipe de football, dans le monde de la musique, dans le monde culturel et autres. Donc il y a quand même pas mal de repas, hein, même si c'est des petits formats. Hein. On est sur 8, 10 couverts, mais voilà, ça reste quand même il faut manger quand même relativement souvent. Et C'est pour sûr. revenir sur que ce soit tous les présidents qui choisissent, donc ça aussi, ils auraient pu déléguer effectivement à un conseiller ou à une secrétaire importante pour te dire, bah, voyez avec le chef, le menu, tout ça. Non, non. Ça, tous ont eu ce même réflexe. On fait le menu ensemble. Voilà. Personne d'autre. Et moi, j'ai eu une fois, c'était avec Nicolas Sarkozy, il était à l'étranger. Et puis on n'arrivait pas à le joindre parce qu'il fallait absolument qu'il nous valide un menu. Euh, et donc, moi j'ai dit, ben, voilà, moi, il faut que je fasse les commandes, tout ça. Bon, ok, on n'a pas réussi à trouver un moment à l'étranger pour qu'il nous valide un menu.
Donc moi, j'ai pris l'initiative. Mais quand il est revenu, voilà, il nous a passé le message. Non, non, c'est moi qui commande, c'est moi qui prends. Voilà, il nous a fait passer qu'il fallait quand même qu'on se débrouille pour le joindre, pour qu'il valide le menu. Personne d'autre. Tu Euh, parlais tout à l'heure, une notion que je trouvais intéressante de gastrodiplomatie. Mhm. Est-ce que tu as des souvenirs justement où le choix du menu par rapport à l'importance de l'hôte a pu être véritablement un casse-tête tant pour toi que pour le président de la République, avec l'idée que peut-être un contrat ou un élément de discussion important pouvait réellement être influencé par la qualité de l'accueil ou l'importance de l'accueil ou du clin d'œil qui pouvait être fait au pays d'origine est-ce que voilà, tu as des souvenirs d'un stress particulier autour de cette gastrodiplomatie? Très important, moi j'avais un contact avec tous les chefs à l'étranger. Donc lorsque je savais que par exemple le roi d'Espagne ou le président mexicain et autres allaient venir en France, moi je faisais mon menu, mais par contre avant je prenais contact directement avec le chef dans le pays. Donc le standard me passait directement le chef du pays. Et là, j'essayais justement de pas faire d'erreur, si, lui mettre des asperges, lui hors de ça. Donc je, je partais vraiment dans être sûr de ne pas me tromper, de pas faire d'incidents diplomatiques à ce niveau-là, parce que c'est quand même important. Et donc, et après, il y a Gilles Bragard qui a créé les vêtements de cuisinier et autres. Lui, il a eu l'idée un jour, ça s'est passé chez Paul Bocuse avec le chef de l'Élysée et le chef de la Maison Blanche. Ils ont eu un déjeuner et ils ont eu l'idée de créer le club des chefs, donc chefs d'État. Et il y a eu donc le chef russe, chinois, américain, allemand, monégasque, italien. Voilà, il a réussi à fédérer plusieurs chefs comme ça. Et tous les ans, on allait dans un pays pendant une semaine. On était reçu par le chef de cuisine et puis faire découvrir la gastronomie locale. Et en même temps, on était reçu par l'autorité du pays, le président, premier ministre, reine d'Angleterre. On était reçu par tous ces gens-là. Et ça permettait justement d'avoir ce lien avec les chefs d'État, avec les chefs de cuisine des chefs d'État, quasiment dans le monde entier, alors par épisode, mais et justement de ne pas faire d'erreur dans les conceptions de menus. Donc moi je savais que le président tchèque ou espagnol, voilà, il aimait pas ça, il aimait pas ça, il aimait pas ça. Donc à partir de là, je pouvais faire le menu et être sûr de lui faire plaisir. Donc ça c'est une première chose. Et après, mon prédécesseur également le faisait, mais un clin d'œil sur le drapeau du pays, par exemple. S'il y avait une entrée froide, avec une langouste en belle vue ou peu importe, sur les garnitures, on essayait de reproduire le drapeau du pays, tout simplement, avec les couleurs, avec des poivrons, il y a plein de légumes qui amènent des couleurs différentes, et on arrivait à faire un petit clin d'œil comme ça sur le drapeau. Même j'ai des souvenirs de desserts, des entremets, c'était servi dans un grand plat en argent. Sur le côté, on faisait une pièce en chocolat ou en sucre, et le fond du plat, c'était carrément le drapeau du pays. On l'a fait avec les Allemands, on l'a fait avec plusieurs pays. On avait fait une fois une présentation pour un entremets on avait fait la boule pour le Brésil avec le marqué ce qu'il y a sur le drapeau et tout. Voilà. Et que lorsque les plats arrivent au service, ces gens-là, ils se disent, bah, tiens, voilà, il y a ce clin d'œil du drapeau du pays ou une référence de couleur. Donc tout ça, le président était ravi de ça parce que ça amenait du confort aussi pour les discussions diplomatiques. Donc la gastrodiplomatie est vraiment importante. Et à ce niveau-là, nous on faisait très attention à faire plaisir à nos hôtes, de ne pas se tromper dans le choix des denrées et le clin d'œil au drapeau national. et donc du coup, quand tu allais, du coup, quand là, donc c'est quand c'était en France, mais dans les déplacements que tu as pu faire, bah, quel a été peut-être le plus marquant dans les déplacements que tu as pu faire? En bas marquant, il y en a plusieurs parce que on a été en Inde, on a été reçu par le Premier ministre à l'époque, la reine d'Angleterre nous a reçus au château de Windsor. Euh, et ça, il y avait la partie officielle et culinaire, mais il y avait aussi la partie privée. On était reçus par ces gens-là. Donc, il y avait tous ces gens-là avaient beaucoup de respect pour les cuisiniers français quand même, hein. C'est ça aussi qu'on peut retenir. Donc, j'ai plein de souvenirs. Alors, sur Paris, Nelson Mandela, par exemple, des gens comme ça importants, puis les présidents américains qu'on est quand même servi pas mal, même s'ils n'étaient pas chefs à chaque fois. Mais donc voilà, il y a quand même
dans tous ces pays, le Brésil aussi, le Japon, c'était un très beau souvenir aussi. On avait fait des choses superbes là-bas, et puis les Japonais, eux, en plus, sont très respectueux de notre savoir et culinaire. On a beaucoup de Japonais qui viennent se former en France. Donc voilà, et j'ai eu aussi une fois, alors là, c'était Madame Merkel qui avait demandé à Nicolas Sarkozy si son chef pouvait venir en stage à l'Élysée pendant 10 jours. Et ça a été le cas. Donc, le président était absolument ravi parce que pour la partie diplomatique, pour lui, c'était formidable. Et le chef allemand qui vient essayer d'avoir des connaissances différentes en France. Et après, inversement, un jour, elle m'a invité aussi. Elle m'a dit, bah, écoutez, voilà, venez à Berlin. On va faire un repas franco-allemand. Donc, j'ai pris un jeune de l'équipe et on est partis tous les deux à Berlin. À la chancellerie, on a fait un déjeuner en franco-allemand, et puis Merkel est venue avec nous et tout. Voilà, tout ça, ça amène une sorte de lien pour la diplomatie derrière, quoi. Mais tout ça, c'est des beaux souvenirs, il y en a plein, hein. On a été reçus par Monsieur Obama également à la Maison Blanche. Pareil, il nous a dit voilà, une fois qu'on a eu franchi les 3 barrages pour arriver à la Maison Blanche, il a dit voilà, vous êtes chez vous, vous visitez et tout. On est resté 3 heures à la Maison Blanche avec son chef qui était une femme à l'époque, Christophe comme Ford, et voilà, donc Monsieur Obama il était ravi de recevoir les cuisiniers. Donc voilà, tout ça, je trouve que c'est des très beaux souvenirs. D'abord, on a eu fait plein de photos, et j'ai eu raison après de rester dans cette maison parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, des belles rencontres, et puis une belle aventure, et puis servir un peu notre pays quelque part là-dessus, quoi. Mm. Tu parlais, Bernard, de toutes les questions de logistique, notamment quand on prépare des plateaux repas pour les avions présidentiels. Sur cette dimension logistique autour de la cuisine, je me demandais si, du temps où tu étais chef de cette belle maison, si les notions dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui de circuit court ou de respecter la saisonnalité des produits, etc., etc., est-ce que c'était des notions sur lesquelles on vous demandait de prêter attention, ou parce que c'était l'Élysée, bah voilà, des tomates en hiver, ça posait strictement aucune difficulté, ou voilà, est-ce que c'est quelque chose qui était pris en compte? Non, non, bien sûr, non, non, on était bien obligé de respecter les saisons parce que ça n'avait aucun sens de servir des fraises à Noël ou des choses comme ça, alors qu'on pouvait en avoir évidemment, mais ça venait d'un autre pays. Donc la priorité, c'est quand même d'avoir des produits franco-français en bonne saison, parce que d'abord c'est meilleur, et puis c'est une évidence, hein, tout le monde pratique comme ça logiquement maintenant. Voilà. Mais bon, c'est vrai que nous, c'était très important de faire intervenir d'abord des régions différentes, d'amener des produits, le melon, les asperges aux bonnes saisons et tout ça, et puis de faire travailler un peu toute la France. C'est ça qui est important parce que ça représente notre pays, et puis l'Élysée doit justement euh, faire travailler tous ces gens-là parce que c'est notre pays, et puis chaque région a le veau en Corrèze, le melon bien sûr à Cavaillon et autres. Mais voilà, pour moi c'était important d'utiliser des produits parce que on m'a souvent demandé mais pourquoi tu as fait un couscous ou machin quand on reçoit le Maroc. Je dis non, ça n'a aucun sens. Eux, ils sont habitués à le manger, il va être meilleur d'abord. Et nous donc n'importe quel président que l'on reçoit du monde entier, on doit faire de la cuisine française. Ça, c'est absolument incontournable, hein, bien sûr. Avec tous nos produits, on a tout ce qu'il faut. Donc, et même quand on partait à l'étranger, on emmenait des produits français et on reproduisait ce que l'on faisait à l'Élysée n'importe où dans le monde. Oui, oui, primordial. Et le, et le choix justement des fournisseurs, ça incombe au chef précisément. Oui, C'était à toi de choisir avec quelle ferme tu allais travailler, oui, bien avec quel sûr. fournisseur Alors après, Oui. euh, après c'est un petit peu compliqué parce que ça dépend du volume. Si on fait 8-10 couverts, on peut faire un peu de tout. C'est pas un problème. Mais dès qu'on arrive dans les dîners d'État, par exemple, 200, 250 couverts, il faut avoir des denrées qui soient toutes pareilles. Si on fait du turbo en entrée, s'il faut 25 turbos, ben, il faut que les 25 turbos soient de la même taille, la même épaisseur, et tout ça. Après, c'est ce qui m'embêtait un petit peu. Alors, on avait bien sûr des appels d'offres pour les fournisseurs. Alors, ça venait beaucoup de racistes, hein, évidemment, ça, pour avoir d'abord la qualité et la quantité. Après, moi, j'aurais aimé travailler avec des fournisseurs locaux, d'aller chercher. Alors, je le faisais pour le miel, par exemple. J'avais un petit monsieur âgé qui m'amenait le miel de Touraine, son propre miel. Mais bon, j'ai eu affaire parce que quand le président se déplace en province, il y a plein de gens qui le sollicitent, qui donnent leur carte de visite. Moi, je fais du veau, moi,
fais des fraises, moi, voilà. Donc, ça partait à l'aide de camp. L'aide de camp, quand il arrivait, il me redonnait des cartes de un tel et un tel. Et alors, moi, j'ai essayé de travailler avec certains. Euh, j'ai le souvenir justement de Vaud, par exemple. Alors, j'avais le fermier en téléphone, je l'appelais, je dis voilà, le président est passé chez vous. Voilà. Bon, il me dit d'accord, il me dit, j'ai dit voilà, il dit tombe bien, dans 8 jours, j'ai 20 ou 30 couverts, il me faut 4 carrés de veau. Il me dit d'accord, ben, il me dit je peux vous en donner 2 mercredis et 2 vendredis. Et puis moi, c'est le jeudi le repas. C'était compliqué, quoi, ça, tout ça. Il y avait pas, et en plus, ils Mm. avaient des problèmes d'acheminement de marchandises. C'était très compliqué. Ils n'avaient pas de circuit pour acheminer la marchandise sur Paris. Il fallait qu'ils passent par un prestataire. Alors, une fois, je suis arrivé, la viande est arrivée trop tard. Une fois, la viande, c'était pas la qualité. Le veau, il était pas blanc, il était rose, presque rouge. Puis moi, je peux pas le servir. Voilà, c'est compliqué quand même. Donc, malheureusement, et puis après, on n'a pas le temps, évidemment, de se déplacer en province pour aller chercher les produits. Ça, c'est une évidence. Ouais, ils sortaient pas. Donc, Mm. moi, je me référais à des gens qui étaient habitués à servir les palaces et tout ça, donc aucun problème de qualité, de taille et tout ça, et surtout de régularité pour les livraisons et tout. C'était toujours voilà bien encadré et puis sans problème quoi. Mais bon, C'est sûr. mais voilà. Après, c'est vrai que c'est pas évident. Un restaurant en province, tous mes copains et collègues, c'est vrai qu'il y en a qui ont fait leur propre jardin. Après, ils arrivent dans un rayon de 30 ou 40 kilomètres à avoir tous les produits qu'ils veulent. Mais alors moi, c'était beaucoup plus compliqué quand même. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est dur de faire un potager dans le jardin de l'Élysée, je pense. Voilà. Et donc du coup là, pendant toute ta carrière, il y a bah, la gastronomie, la cuisine française, elle a beaucoup évolué. Oui. Comment est-ce que du coup, est-ce que ça a suivi ces évolutions dans la cuisine de l'Élysée ou au contraire, il y avait cet attachement et notamment des chefs d'État pour une cuisine, on va dire un peu plus traditionnelle? Oui. Non, non, on essayait quand même d'être à la mode, de ce qui se passe dans la vraie vie quand même. On y colle complètement. Alors il y a eu une époque, moi quand j'ai démarré, c'est vrai qu'on faisait des carrés de veau avec, on levait le filet à l'intérieur, on reconstituait sur l'os et hop, voilà. Après il y avait des stèles d'agneau avec le gigot, c'était des plats énormes, très lourds, avec la stèle d'agneau, les 2 gigots à chaque bout et c'était tranché bien sûr. Donc les gens n'avaient plus qu'à se servir. Mais tout ça, ça a disparu complètement. Et on est arrivé la cuisine à la pièce, le tour de dos de bœuf, le mignon de veau à la pièce aussi, voilà, avec des petites garnitures autour. On a réduit le volume, la quantité. Je sais pas, on était peut-être sur 200 grammes de viande à l'époque. On est passé à 100 ou 120 grammes. Le poisson pareil, tout a été morcelé comme ça. Et puis, ce qui se passe dans les restaurants maintenant, la petite sauce, la petite garniture, le machin. Mais moi, j'avais gardé le service au plat parce que c'est le service à la française. Donc, après, je sais que maintenant, avec Emmanuel Macron, il y a beaucoup de repas qui se font à l'assiette aussi, comme dans un restaurant. Donc voilà, l'évolution a été très nette sur les. Moi, j'ai fait 40 ans au Palais, donc j'ai vu l'évolution qui s'est faite énormément. On servait des turbos désossés, farcis, entiers. Le turbo, il arrivait entier sur le plat. Et les gens n'avaient plus qu'avec une cuillère, parce qu'il y a aucune arête, bien sûr. Ils avaient juste à se servir avec une cuillère, parce que c'est le convive qui se sert. Donc c'était quand même assez compliqué. C'était à nous aussi de préparer tout ça de façon que ce soit facile à se servir. Mais bon, des pièces, beaucoup de choses, pièces entières. Poisson, viande, c'était des grosses pièces. Et tout doucement, on est parti sur des pièces individuelles. Après, c'est ce qui a changé énormément. Et après, bien sûr, on est un peu tenu d'avoir que des produits français. Donc moi j'aime bien l'Asie parce que je suis allé beaucoup en Asie. Il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des saveurs, il y a des choses comme ça. Mais bon, on peut pas se permettre de faire sur un dîner d'État un clin d'œil complet à l'Asie. Non, il faut rester franco-français. Mais avec des petites touches sur les garnitures, sur une sauce éventuellement, d'avoir des petits clins d'œil sur ce qui se passe dans le monde en fait. Mais on peut, mais avec un petit pourcentage. Quoi. Bon, comme tu sais, ce podcast s'appelle Restauration et Inspiration. L'idée, c'est bah, de pouvoir inspirer des jeunes talents, des jeunes chefs qui s'intéressent au métier de la cuisine.
Et donc, j'aimerais savoir un petit peu, au terme de cette magnifique carrière qui a été la tienne, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune qui veut, qui rêve de devenir cuisinier, voilà, pour se lancer, que ce soit tant au niveau de sa formation que la gestion de son début de carrière. Après, c'est pas trop compliqué. Moi, là, ce midi, là, je déjeune avec la directrice du lycée hôtelier de Montargis pour justement voir un peu ce qu'on peut faire avec les jeunes. Je vais faire une petite conférence bientôt au lycée hôtelier de Saint-Nazaire, le mois prochain. Euh, Moi, je leur dis, la vie, elle est pas compliquée. Il faut juste être motivé à avoir ce métier déjà comme passion. Parce que si on n'est pas passionné, ça va être compliqué. Parce qu'il y a quand même des horaires qui sont un peu élastiques. On travaille les jours de fête, les week-ends. Donc ça, il faut l'inclure déjà dans la réflexion au départ. Parce que si après même un garçon se lance dans la cuisine et puis sa compagne, elle va lui dire au bout d'un mois ou deux, disons, c'est gentil, mais disons, tu rentres tard, tu travailles les week-ends. Donc tout ça, il y a déjà ce côté-là qu'il faut absorber. Après, dès l'instant où on est sérieux et il faut être observateur, il faut bien regarder ce qui se passe. Mais après, ça se fait tout seul. Moi, c'était mon cas. Hein. Je n'ai jamais fait attention aux horaires. Donc ça, déjà, les chefs qui étaient avec moi pouvaient compter sur moi, ça c'est sûr. Être sérieux et tout, voilà, c'est pas compliqué. Après, avoir une belle présentation aussi, c'est important. Moi, je leur dis aux jeunes, moi, des fois, j'en vois arriver avec des chaussures toutes sales ou ça correspond pas avec la cuisine, quoi. Il y a aussi ce côté présentation. On doit être impeccable. Voilà, les cheveux, la tenue, même de cuisinier, une fois qu'on a toujours la veste propre et tout, les chaussures, tout. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses comme ça. Je leur dis aux jeunes. Après, dès l'instant où on est motivé, et ça se passe bien parce qu'on peut évoluer très vite. Et en plus, c'est une échelle sociale parce que quelqu'un qui n'a aucun moyen, qui vient d'un milieu très modeste, moi c'était mon cas, on peut arriver à tout. Moi, j'explique mon parcours et moi j'arrive de ma province, de mon petit village et je termine chef à l'Élysée. Donc, si on est sérieux et puis que tout se passe bien. Voilà, Ouais, c'est la c'est pure assez simple, hein. méritocratie, puis, hein. Voilà, quoi. De la rigueur et de la motivation. Rigueur, motivation, bah oui. Moi, et puis ça m'a marqué aussi. Giscard d'Estaing, bon, j'étais jeune au début, là. Quand il nous croisait, et puis moi j'ai fait des déplacements privés avec lui, il nous regardait de la tête aux pieds. Et il nous regardait même les chaussures. Et puis, une fois, il y avait un garçon qui était au vestibule, donc qui, lui, avait un rôle d'accueillir les gens, d'aller ouvrir la portière de la voiture et tout, qui avait pas les chaussures tirées. Ben, il lui a dit, bon, écoutez, vous disparaissez, vous allez piquer vos chaussures. Donc voilà, vous voyez, c'est important parce que quand on croise quelqu'un qu'on n'a jamais vu, la première image, c'est le personnage. Comment il est habillé, que s'il est propre, s'il est, voilà. Donc ça, c'est la première chose que l'on voit. Et si la personne est négligée, bah déjà, c'est pas bon, quoi, pour la suite. Voilà. On a un a priori, oui. Mmh. C'est tout simple, hein. Et bah, très bon conseil. Mais du coup, est-ce que tu conseillerais aussi de tenter sa chance dans la cuisine de l'Élysée? Ah, mais bien sûr, moi, je Ou leur de dis, de toute l'Assemblée façon, nationale ou du chacun a un Sénat? destin, chacun peut y arriver, il suffit de se donner les moyens et puis, bien entendu, de rentrer dans la brigade. Moi, j'ai fait rentrer des jeunes. Là, j'ai repéré, il y a 2, 3 ans maintenant, oui, un jeune dans un lycée hôtelier. Je voyais qu'il avait l'aptitude à travailler, à commander, même, ses petits copains. Il donnait des ordres déjà alors qu'il était au même niveau. Bon, ben voilà, celui-là, je l'ai observé, j'ai rien dit. Et puis un jour, je lui ai dit, voilà, j'ai dit, tu veux faire un stage à l'Élysée? Elle me dit oui, il avait les yeux qui brillaient. Donc il a fait un stage à l'Élysée, je l'ai envoyé après au ministère des Affaires étrangères. Il a fait un stage au Ritz. Et puis ça l'a mis vraiment ça l'a conforté dans son idée. Et puis maintenant il est sous-chef junior dans un 3 étoiles Michelin en Alsace, en Champagne. Donc ben voilà, c'est ça aussi, c'est notre rôle aussi nous d'expliquer un peu ce métier, mais de bien leur faire comprendre que s'ils travaillent, s'ils sont sérieux, ils vont accéder à des postes et que ce soit en France ou à l'étranger, parce que à l'étranger aussi, beaucoup de pays sont à la recherche de chefs français, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée grâce à notre gastronomie locale, et on est un des seuls pays où on a
une gastronomie aussi variée en plus, hein. Bernard, question, question toute simple finalement pour un cuisinier pour terminer. Ton plat préféré? Ce que tu aimes toi cuisiner et manger comme ça, si tu devais choisir un plat phare que tu aimes faire et que Ah, tu moi, aimes nous déguster. c'est pas très compliqué. Moi, j'adore les pâtes. Donc, c'est pas originaire de notre pays, mais bon, j'aime tout en général. J'aime tout. Mais bon, c'est vrai que les pâtes, alors bien sûr, faut mettre des choses dedans. Faut mettre un peu de garniture, des choses. Alors justement, alors ta Ouais. recette de pâtes, voilà, les pâtes par Bernard Votion. Ah oui, moi, c'est ça. Ça va être je vais faire un confit d'oignons au vin rouge, par exemple, que je vais faire compoter, que ce soit bien moelleux, avec du goût, que je vais mélanger dedans avec un peu de tomates fraîches orchidées, sur la peau, sur les pépins, bien sûr. Euh, donc voilà, tout ça mélangé avec des herbes fraîches, du coriandre, des choses comme ça, acheté au dernier moment dedans, même du parmesan. Donc voilà, ça fait des pâtes, c'est des choses simples au départ, tout le monde fait à la maison. Mais quand on importe plusieurs produits comme ça dedans, ça devient un plat extraordinaire. Donc voilà, après, moi j'aime bien le poisson aussi, les coquilles Saint-Jacques, c'est vraiment un produit qui est vraiment juste snacké. Il faut pas que ça soit trop cuit parce que c'est immangeable, mais voilà, très, très moelleux, très bon. Des langoustines, bon, c'est des choses un peu peut-être plus riches, mais bon, il y a des choses beaucoup plus simples aussi. Moi, j'aime bien un poulet. Bon, bah, bien sûr, le poulet, moi, un, un suprême de volaille, moi, je vais l'ouvrir, je vais mettre quelque chose dedans. Après, je vais le refermer, je vais le pocher dans un film. Après, je vais le repoêler avec du beurre. Voilà, mais voilà, faut apporter des choses à chaque fois mais des choses simples. Avec des choses simples, on peut se faire bien sûr plaisir, ça. Les pommes de terre, si les pommes de terre, c'est infini. Et on peut faire plein de recettes et c'est délicieux, quoi. Mais bon. Donc voilà, moi, le quotidien, ça peut être ça. Des œufs aussi, j'adore les œufs et ça, c'est des choses pas chères et on peut faire plein de choses. Un œuf poché avec une petite salade, voilà, c'est très bon, quoi. Moi, voilà, Et dans ton quotidien, quand tu étais en activité, tu cuisinais parfois pour toi ou ta famille ou justement, comme tu avais déjà cuisiné toute la journée, tu voulais pas t'y après, astreindre. c'est vrai qu'on enchaînait quand même un peu les heures et puis la fatigue quand même, oui. Parce que même quand les jours de congé, ben, quand on est responsable, on pense déjà au lendemain et tout ça. Mais bon, euh, un peu moins. C'est vrai que c'était mon épouse quand même qui faisait beaucoup plus la cuisine, mais maintenant que je suis à la retraite, bah, je fais quasiment toute la cuisine parce que d'abord je vais beaucoup plus vite, c'est normal, et puis j'ai envie de faire des choses que j'aime et puis faire plaisir à mon épouse et puis bien sûr à famille et amis lorsqu'ils viennent à la maison. C'est devenu le piège un peu parce que on va manger chez Bernard, donc il va pas nous faire un steak avec des frites, quoi. Les Donc standings sont, ouais, je les m'oblige standings aussi, sont ça me élevés. fait plaisir, et de faire un peu des plats élyséens, avec moins de moyens, bien sûr, mais des plats élyséens, et puis les gens sont ravis, quoi. Donc c'est ce qui compte. Voilà. Parce que la cuisine, c'est un partage, en fait. C'est surtout ça, on aime partager, on aime faire plaisir. Moi, je me mettais souvent, même en coulisses, lorsqu'il y avait des dîners d'État, que voilà, le dîner était parti. Je montais à la salle des fêtes, mais derrière les rideaux, là, puis je regardais un petit peu les gens, vous voyez, qui mangeaient avec plaisir, tout ça. Donc, voilà, notre métier, c'est ça, c'est faire plaisir aux gens et puis le partage. Bah, merci beaucoup Bernard. Et puis si tu nous as donné faim, donc si tu veux nous inviter à l'occasion à ta table pour un dîner élyséen, on est preneur avec Nelson. C'est vrai que C'est là, sûr. ce final-là m'a m'a ouvert Même pour l'appétit. les pâtes.